Bonjour les amis, le sujet que je vais traiter aujourd'hui, je vais vous le dire, je voulais le traiter hier parce que tellement ça m'avait bouleversé, remué, et puis je suis tombé sur Corbière, sur le discours d'Alexis à l'Assemblée nationale où il nous faisait le grand numéro de claquette qu'il était fier de vivre dans une France qui accueillait tout le monde, il était fier de vivre dans une France sans frontières, il était fier de vivre dans une France qui payait l'AME et qui soignait gratuitement tous les gens qui venaient s'installer chez nous, que c'était la spécificité et que ceux qui n'étaient pas d'accord avec les droits de l'homme, ceux qui n'étaient pas d'accord avec la République sociale, ceux qui n'étaient pas d'accord avec les valeurs de l'Europe, c'était des racistes. Et j'avoue que ça m'a tellement énervé que je me suis occupé d'Alexis et de sa fille antisémite qui donnent des leçons de racisme. Mais aujourd'hui, il faut que je vous parle de ça et en plus ça a un rapport. Donc je vais vous parler de ce que je voulais faire hier, du suicide de Daniel, 76 ans, qui était imprimeur et qui vivait à Fécamp. Alors pourquoi ça me parle? Je me dis que j'aurais pu travailler avec lui. Moi, vous savez que j'étais typographe, bon, compositeur typographe, et puis photocompositeur, lui imprimeur. En général, les imprimeurs, ils faisaient rouler les machines, mais il y avait des typos qui devenaient imprimeurs et des imprimeurs qui étaient typos. J'aurais pu bosser avec lui, le gars, il avait 4 ans de plus que moi. Et puis, c'est arrivé à Fécamp. Donc, le gars, il me rappelle un paquet de gars que j'ai côtoyés. Le mec paraissait avoir une culture extraordinaire. C'était le fruit de l'école, vraiment l'école de la République, comme on l'appelait, l'école de la France, l'école de la méritocratie, l'école de la transmission des savoirs. L'école qui avait fait que mes parents, ils avaient quitté l'école à 14 ans, ils faisaient pas une faute d'orthographe. Il connaissait les départements par cœur, il savait où étaient les États-Unis, il savait tous les pays d'Europe et tout. J'ai envie de dire, mes parents ont eu un certificat d'études à 14 ans, que les bacheliers, les 90% de bacheliers qu'il y a, je suis sûr qu'il y a plus de la moitié qui ne l'auraient pas, vous voyez. Donc, ce gars, Daniel, c'était le fruit de cette culture, et j'ai rencontré dans ma carrière professionnelle beaucoup de personnes étonnantes, des correcteurs notamment, des typographes, mais aussi des photograveurs, mais aussi des rotativistes, qui étaient des ouvriers, mais qui étaient des ouvriers qui avaient beaucoup appris à l'école, mais qui s'étaient construits tout seuls, qui s'étaient acquis une culture populaire et qui pouvaient en remontrer au niveau connaissance, au niveau curiosité, au niveau richesse culturelle, au niveau richesse intellectuelle, qui pouvaient en remontrer à plein de bac+10. Et donc, pourquoi Daniel s'est suicidé? Alors, moi, je ne sais pas le mec, hein, pour le décrire. Je vous ai mis un article, hein, qui est très bien. Le gars, c'était un personnage atypique. C'est un gars qui animait un paquet d'ateliers. Je le vois bien animer des cafés philo. Je le vois bien, il animait également un club d'astronomie. Vous voyez, une culture, un intérêt, une curiosité. Il animait plein de choses atypiques, du slam aussi, vous voyez. Et je sais pas pourquoi, à l'âge de 76 ans, le mec s'est retrouvé dans la dèche. Et pourquoi il a multiplié les dettes? Est-ce que c'est un gars qui n'a pas travaillé, qui n'avait pas l'intégralité de ses mensualités? Est-ce que c'est un gars qui a peut-être eu des aventures, qui a peut-être arrêté de bosser 2 3 ans, qui est peut-être parti faire un tour du monde? J'en sais rien, vous voyez. D'ailleurs, je trouve à ce sujet-là scandaleux qu'un mec à qui il manque 3 ans pour cotiser à sa retraite, le mec, il lui manque la moitié de ce qu'il aurait gagné. Je trouve qu'il devrait lui manquer 3/40 de sa retraite. C'est une parenthèse, hein. Donc toujours est-il que le gars faisait ce qu'il voulait de ses 10 doigts, et la preuve qu'il faisait ce qu'il voulait de ses 10 doigts, il s'était construit lui-même un revolver avec les balles et tout. C'est lui qui avait absolument tout fait, quoi. Donc un bricoleur évidemment hors pair. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le gars est dans la dèche, il paye plus son loyer, ce qui est pas bien, hein, peut-être que l'augmentation de la vie est telle qu'il peut plus faire face, l'augmentation de l'électricité, sans doute un ensemble de choses, et je veux surtout pas pointer du doigt le propriétaire. Le propriétaire de l'appart, si le fric rentre pas, c'est normal qu'il fasse un signalement.
C'est normal, le gars, il a peut-être besoin des loyers de son appart pour payer lui aussi sa retraite, pour payer des charges, pour aider ses enfants. Donc lui, il est plus payé et qu'il alerte, c'est complètement normal. Par contre, là où ça va pas, c'est que donc on est dans une société qui va mettre sur le trottoir, parce que c'était quand même ça, un mec de 76 ans qui a quand même travaillé une bonne partie de sa vie, qui a cotisé toute sa vie, qui a participé à la solidarité nationale toute sa vie, et lui, ils étaient prêts à le jeter sur le trottoir comme quelque chose d'inutile, comme un animal, et ils étaient prêts à 76 ans à que le mec, ces dernières années, ça devienne un SDF. Et je trouve ça révoltant, comme je trouve absolument révoltant que 900 personnes, la plupart des Français, hein, la plupart des gens d'une cinquantaine d'années, meurent sur le trottoir. Et donc le gars, bah, finalement, Daniel a choisi, je pense que c'était peut-être pas un mec qui demandait des aides, peut-être que sa dignité, sa culture lui interdisait d'aller voir une assistante sociale, toujours est-il qu'il a pris une arme. Quand les gendarmes et l'huissier sont venus pour le coller sur le trottoir, il a pris une arme, il s'est mis une balle dans la tête et finalement ça a été son dernier acte de liberté. D'un côté, j'ai envie de dire c'est un acte de liberté, mais de l'autre côté, c'est évident que cet homme aurait voulu vivre si on ne l'avait pas foutu à la porte de son appart. Et la colère, c'est naturellement, vous me voyez venir avec mes gros sabots, la colère, c'est les centaines de milliers de clandestins pour qui on dépense un argent, comment il disait Macron, un pognon dingue, hein, des mecs qu'on colle à l'hôtel, carrément, des mecs qui n'ont jamais cotisé, qui sont en situation irrégulière, des mecs qu'on finance parce qu'on arrose des associations de pourriture, des associations immigrationnistes qui s'en mettent plein les fouilles et qui évidemment bénéficient d'un train de vie exceptionnel pour leurs dirigeants. Et les mecs, eh ben, on installe donc les clandestins dans des hôtels pendant que nos SDF meurent et pendant que le malheureux Daniel était condamné à subir exactement le même destin que ces 900 SDF qui meurent tous les ans sur le trottoir. Alors ça me fout d'autant plus en colère que j'ai 2 ou 3 anecdotes qui me mettent de la même manière dans une rage pas possible. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 3 semaines, un mois, la compagnie des eaux voulait changer les compteurs d'eau, c'était gratuit, je sais pas pourquoi, je n'ai pas approfondi. Toujours est-il qu'il y a un gars qui est venu changer mon compteur d'eau, et le gars, après, je lui paye un café, et puis on discute, et le gars, il me raconte son histoire. C'est un gars, il avait à peu près la soixantaine d'années. Et je lui dis, vous n'êtes pas encore en retraite? Il me dit, m'en parlez pas, je peux pas prendre ma retraite. Et il me raconte son histoire. Le gars, à la cinquantaine, il se lance, il achète une affaire. Il achète une affaire qui n'est pas complètement idiote. Ça se passe dans une ville bretonne. Et il achète un magasin où on vend, où on loue des rollers, des patins à roulettes, des skateboards. Enfin, vous savez, tout ce truc-là. Ça paraît pas idiot. Et le gars, donc, il se lance, première poisse, un an après. Un an après qu'il ouvre sa boutique, la période du Covid, et on lui fait fermer sa boutique. Alors il essaye de se débrouiller en faisant des ventes par internet ou des trucs comme ça, mais gros préjudice. Donc le gars, ça dure quand même pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il dérouille. Il rouvre sa boutique, les affaires reprennent, et il y a les émeutes Naël Merzouk, la racaille et le policier Florian, et dans sa ville, on casse tout. Et comme on casse tout dans sa ville, il se fait dévaliser son magasin. Et le gars est complètement ruiné. Alors le temps qu'il touche ses indemnités et tout, alors on lui demande un fric pas possible au niveau de l'URSSAF, il n'a pas les moyens de payer, on lui ferme sa boutique, le gars a été obligé de redevenir salarié, et en étant salarié, il casse que 200 euros par mois pendant 5 ans. Voilà, disons, comment l'État français, si généreux avec les autres, traite les nôtres qui essaient de se lancer dans des initiatives privées qui tirent un peu le pays vers le haut. Et puis il y a cette autre anecdote, ça arrive à Rennes.
C'est un restaurant, les patrons s'appellent Christine et Philippe, le nom du restaurant c'est La Bonne Adresse. Bah, les gars, La Bonne Adresse, sauf qu'ils n'ont pas eu le bol, c'est que leur resto, bah, à côté de leur resto, il y a un point de deal qui s'est installé. Alors à Rennes, faut savoir, hein, les gauchos ont fait fermer la boîte du Yarl, qui lui avait réglé les problèmes et où il y avait une sécurité totale pour aller à sa boîte dont bénéficiaient les commerçants. Les gauchos et Marie Mesmer en tête, la députée et les filles, ont fait fermer la boîte du Yarl. Et ben aujourd'hui, quelque part, les dealers, les camés refont la loi. Ils s'installent sur un trottoir à 10 mètres, à 20 mètres d'un restaurant. Les forces de l'ordre, la mairie n'en a rien à foutre. Et bah finalement, bien évidemment, vous n'allez pas aller manger dans un restaurant où il y a des dealers, où il y a le trafic qui est juste à côté. Et au bout de 10 ans d'efforts, de travail quotidien, matin, midi, soir, eh bien Christine et Philippe sont en dépôt de bilan, sont ruinés. Et je crois que des exemples comme ça, on pourrait en citer des dizaines et des dizaines. Je ne vous en ai cité que quelques-uns, mais je vous cite ces exemples pour dire que les responsables de cet abandon de nos compatriotes qu'on laisse crever, ce sont les ordures d'immigrationnistes, que ce soit les macronistes ou les personnes de gauche, qui sont dans la préférence étrangère plutôt que dans le bon vieux dicton populaire, les nôtres avant les autres. Bande d'ordures. Bonne journée les amis.